ça arrive. Non, Gilles, laisse-moi lui dire quelque chose. Je suis d'accord avec lui. Moi-même, je savais que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Voilà, que beaucoup ne seraient pas... Non, que beaucoup ne seraient pas d'accord avec moi. Je le savais. Mais il y a des faits et on parle en regardant les faits. Oui, et puis surtout le flou qui entoure cette révision de la Constitution, la non-disponibilité du test et aussi comment c'est organisé. C'est vrai que ça soulève tout simplement des doutes. Il y a des gens qui ont commencé par prendre peur, à considérer qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'il y a un agenda caché qui n'est pas révélé. Bon, maintenant, à l'épreuve des faits, on verra qu'est-ce qu'il en est réellement. Ou bien l'ambassadeur est sur l'autoroute des démocrates. Non, les démocrates, je les aime bien, mais malheureusement, regarde toi-même ce qui se passe. Non, je me demande si vous avez pris la même autoroute que les démocrates. Ah, que de me faire débaucher. non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que les démocrates, moi, ça me fait beaucoup de la peine. Mais je ne suis pas béninois. Je n'ai pas à choisir, à m'ingérer dans leur choix politique. Ça me fait beaucoup de la peine de voir qu'ils seront empêchés même d'être simplement candidats. La question des constitutions dans plusieurs anciennes colonies françaises demeure sensible. Beaucoup d'entre elles reprennent dans une large mesure les structures et les principes des modèles hérités de la période coloniale. Cette transposition a parfois limité leur capacité à refléter pleinement les réalités politiques, sociales et culturelles locales. À terme, il paraît inévitable que chaque pays engage une révision approfondie sur l'adaptation, voire la réécriture de sa constitution afin de l'ancrer davantage dans son propre contexte. À défaut, les révisions successives risquent d'être perçues comme des ajustements techniques ou opportunistes plutôt que comme de véritables réformes structurelles. Dans le cas du Bénin, le projet de modification constitutionnelle actuel évoqué soulève plusieurs interrogations quant à ses motivations réelles et à ses implications politiques. Il conviendrait d'analyser le contenu précis, le cadre institutionnel pour évaluer s'il s'agit d'une réforme de fond ou d'une mesure de consolidation politique à la fin du mandat du président Talon. Il fait allusion aux constitutions dans les pays colonies francophones. Bon, aujourd'hui, c'est exprès que j'ai dit on ne va pas taper sur la France, mais si vous vous rappelez ce que le père Déby a dit, le père Déby qui voulait quitter le pouvoir de Paris, on lui envoie un constitutionnaliste qui n'a même pas rencontré, qui s'enferme quelque part, qui bidouille un test qui leur jette juste pour permettre à Déby de continuer. Bon, je ne vais pas quand même penser que quelqu'un est en train de faire le même jeu sur notre voisin. Non, en tout cas... Est-ce que tout n'est pas possible, Didier? Bon, en tout cas, dans la vie, on ne dit jamais, jamais. Bon, maintenant, on n'a pas de preuves, on ne sait pas vraiment. En tout cas, tel que ça se passe là, il est difficile de ne pas penser qu'il y a quelque chose de... invisibles. Non, pas forcément des mains invisibles, mais qu'il y a quand même des non-dits dans ce qui est en train d'être proposé au peuple béninois. Malheureusement, en Afrique... Mais est-ce que les révisions ne devraient pas être plus inclusives? En principe, en principe. Révision, je dis une réflexion générale impliquant toutes les couches, on débat. Absolument. Pour qu'à la fin, on puisse sortir un texte... Absolument, puisque c'est le texte fondamental. C'est le texte fondamental d'un pays. Pourquoi doit-on se précipiter pour... Mais justement, voilà pourquoi l'importance de ce texte fait qu'on ne doit pas se précipiter pour le réviser. Il faut une révision consensuelle et inclusive. C'est-à-dire qu'il faut vulgariser le texte, que tout le monde donne son avis là-dessus et que les gens comprennent dans quoi on veut les mettre. Parce qu'en réalité, c'est les Béninois qui vont vivre avec cette constitution. Et il est important qu'on prenne leur avis. Il est important qu'ils disent un mot. Parce que vous ne pouvez pas imposer quelque chose aux gens et après, les types ne sont pas en train de respecter et dans le même temps, vous les prenez, vous les envoyez en prison tout simplement. Non, il faudrait qu'il y ait un consensus, que les gens soient d'accord. Parce qu'une constitution a des déclinaisons du haut jusqu'en bas. Quand on change les choses d'en haut, ça veut dire qu'on a pensé à tout ce qui... Ah oui, il y a une conséquence sur toute la chaîne. Donc voilà pourquoi nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui peut être fait comme ça. En réalité, je pense qu'il y a quand même près de 13 ou 14 millions de Béninois dans ça. Donc il ne faudrait pas qu'un groupuscule s'assemble et choisisse et prenne sur eux cette mesure assez grave et de dire qu'eux, ils aiment mieux le Bénin, ils veulent mieux sauvegarder le Bénin que toute la masse derrière. Donc, il y a quelque chose là qui ne respecte pas le bon sens, qui nécessite vraiment une attention accrue. Et c'est mieux si ce test-là requiert le consensus national que tout le monde puisse donner son point de vue. Non, vous savez, quand nous parlons, il ne faut pas qu'on oublie aussi la géopolitique régionale. Vous savez qu'il y a des pays dont nos maîtres ont besoin pour déstabiliser le Sahel. Si tu fais partie de ces pays, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras acclamé. Tu peux même prendre tes habitants, les mettre au feu à rôtir. Il n'y a pas de problème, c'est la démocratie et c'est les droits de l'homme. Donc, on a vu, on verra pire. Hein.
ou bien on empêche les opposants d'aller aux élections, bon, on gagne, ou bien on tripatouille la Constitution, on bloque les opposants, on achète ceux qui sont achetables. Bon, l'essentiel d'être là et puis de continuer à servir d'appui pour emmerder le Sahel. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos régions, si quelqu'un veut vraiment suivre celui que vous savez pour emmerder le Sahel, c'est que ce quelqu'un veut faire de son pays une Ukraine en Afrique. Tout sera rasé. Quel est bon entre les Togolais qui se sont réveillés un matin avec une nouvelle constitution dont ils ne connaissaient pas les clauses jusqu'à ce jour et qui met toutes les institutions sous le président comparé à la nouvelle constitution béninoise qui est en étude et qui fait le débat aujourd'hui, lequel est mieux. Alors, c'est triste pour les chefs d'États africains francophones, le paysan qui nourrit sa famille dans sa ferme n'est pas plus intelligent qu'un président qui néglige, qui change les constitutions. Comparer deux constitutions, surtout le béninois qui n'est pas encore voté, ça va être fastidieux. Je ne vais pas me livrer à la gymnastique des comparaisons, mais disons seulement qu'une constitution doit chercher à donner le meilleur à la population. Comme il est en train d'insister, c'est toute la population qui est concernée. La Constitution doit chercher à donner le meilleur à la population. Je n'ai pas lu la Constitution béninoise, puisqu'on dit qu'elle n'est même pas encore là, celle qu'on veut changer. La Constitution togolaise, elle est là. Je peux la lire ou je la lis quand je veux. Mais je voudrais préciser quelque chose. Pour une fois, ce n'est pas seulement les pays francophones. J'espère que vous avez suivi ce qui s'est passé en Tanzanie. Oui. Une dame, les gens moi-même, j'ai toujours cru qu'une dame au pouvoir, ça serait du fair play, la démocratie, l'amour. Ben non, elle a tout simplement embastillé ses opposants, elle est candidate unique, elle a gagné comme de l'autre côté, à côté de nous ici. Bon, donc ce n'est pas seulement francophone, il y a un problème africain, c'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est tellement vrai, et le précédent intervenant a dit quelque chose d'important. Je crois qu'effectivement, et la situation au Bénin aujourd'hui démontre jusqu'à quel point l'exercice démocratique, l'alternance et le respect de la Constitution constituent un vrai défi dans les pays africains et puis en particulier dans les pays francophones. Vous avez parlé de la Tanzanie, mais je pense que dans les pays anglophones, ça se passe à peu près un peu mieux que dans les pays francophones. Et c'est compliqué. Malgré tout ce que disent les Africains tous les jours, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y en a toujours des chefs d'État qui, malheureusement, continuent à toucher la Constitution, pas pour améliorer le quotidien de leurs concitoyens, mais simplement pour renforcer leur pouvoir et tirer des avantages inavoués et présenter la chose comme si c'était vraiment dans l'intérêt supérieur des populations. C'est vraiment triste et c'est malheureux. Et tout ceci n'offre pas un cadre, ne rassure pas, n'offre pas un cadre macroéconomique rassurant. Et vous commencez une activité aujourd'hui, vous n'êtes même pas sûr. Pendant que vous avez commencé à prendre de l'ancrage, tout peut arriver, vous perdez tout et puis vous vous déplacez, etc. etc. Donc je pense que nos pays doivent faire l'effort de garder un cadre sociopolitique stable, accompagné d'un cadre macroéconomique stable. Je crois que ça nous fera du bien en Afrique. Permettez-moi de nous dire ceci. Le Sénat au Bénin vise la garantie d'une main invisible du président après son départ, car il n'a jamais confiance à quelqu'un. En plus, ils savent très bien que les députés, quel que soit leur bord politique, ne sont plus d'avis en toute conscience. C'est Nawassi, Le Monde, depuis Perere au Bénin. Oui, oui, tout à fait. Je ne connais pas Perere. Oui, oui, c'est dans le nord du Bénin, Perere. Et effectivement, effectivement, quand ils parlent de la majorité, au sein d'entre eux, même ils ne se comprennent plus, c'est vrai. On a appris qu'il y a une dizaine de députés qui se sont regroupés et qui ont commencé à faire émerger l'idée comme quoi il faudrait attendre que, effectivement, on fasse d'abord les élections législatives en janvier. Mais beaucoup disent que ces gens-là et ces députés veulent surtout voir s'ils vont revenir d'abord à l'Assemblée. En fait, le vote de la Constitution, du projet de révision pour eux, est conditionné par leur retour à l'Assemblée. Tout ça, c'est du mercantilisme et du marchandage politique, y compris dans le camp de l'opposition que dans le camp de la mouvance. Et ça, vous avez l'habitude de le relever. Et c'est vraiment triste. Mais il y a une chose qu'il faut aussi observer. Et il y a que, quand vous regardez la manière dont Romuald Wadagni a été désigné par la majorité, les deux partis qui soutiennent le président Talon, vous allez remarquer que sa désignation a été faite par consensus. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de concurrence interne. Et avant même sa désignation, vous avez vu le sort qui a été réservé à Olivier Bokor et tous les autres qui ont affiché trop tôt leur ambition de porter les couleurs de la mouvance présidentielle. Donc toute ambition précoce ont été tout simplement étouffées dans l'œuf. Il y a donc ce premier fait qu'il faut noter. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui,
les députés, enfin le duo de candidats de démocrates, donc de l'opposition, ne sera pas présent à l'élection présidentielle. Et le second duo qui va concourir, qui va participer à l'élection avec Romuald Ouadani, ce duo est issu d'un parti qui a un accord de gouvernance avec la majorité. Donc en réalité, c'est un match amical, c'est une formalité. Mais tout ça ne suffit pas apparemment pour rassurer le président Talon. Parce que quand tu as désigné, quand ton dauphin est choisi, et qu'en face, il n'y a plus rien, comme le disent les Ivoiriens, ça devrait contribuer à rassurer le président sortant. Vous ne m'avez pas convaincu parce que lui-même, le président Talon avait dit que c'était dangereux de toucher à la Constitution. Parce que toucher à la Constitution, c'est réveiller tous les démons. J'ai même retrouvé la vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que la réalisation peut nous proposer ces propos du président Patrice Talon? Je pense qu'on va suivre la vidéo et revenir. Oui, ben, on va l'écouter attentivement et puis bon, on va commenter. Écoutez bien ce qu'il dit, le président Talon. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Si cette question réveille tous les démons, alors là, fermons cette page-là. Ne faisons aucune correction. Même s'il y a des fautes de français de la Constitution, on laisse tel quel. Même s'il y a des erreurs matérielles, laissons tel quel. On le fera en mai-juin 2026, quand je serai parti. Donc ne touchez plus à la Constitution. Rien, ne corrigeons rien du tout. Comment, après avoir dit ça, on passe à une révision constitutionnelle sous son mandat? Oui, après cette vidéo-là, je pense qu'il ne reste plus qu'au président Talon de dire aux députés qui portent ce projet de leur dire non, attendez, moi j'ai promis à mon peuple de ne rien faire. Donc c'est plus simplement, en réalité. Mais ça, là, c'est du déjà vu, puisque les présidents africains savent dire ça, et après ils reviennent dire qu'ils sont candidats. Donc ça, c'est de la communication politique, ça ne veut rien dire du tout. Moi, je ne sais pas comment les politiciens réfléchissent. Si moi j'étais un politicien béninois, le simple fait qu'il ait dit ça me prouve qu'il va changer la Constitution. Il est en train de préparer le terrain. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il a besoin de dire ça? Est-ce que le peuple a fait une marche pour aller dire au président, bon, on veut changement de Constitution? Non. C'est lui-même qui s'auto-saisit d'une éventuelle dissolution. Et puis il parle. Il se donne lui-même la parole, il parle. Maintenant, il a organisé des élections. Il y a son candidat Romuald Ouadani. Il a pris ses dispositions. Les élections vont venir. Si Romuald ne gagne pas, Ouadani va gagner. Est-ce que tu comprends? Si Romuald ne gagne pas, Ouadani va gagner. Ou si Ouadani ne gagne pas, Romuald va gagner. Mais malgré ça, comme tu le disais si bien, ou bien c'est toi qui le disais, il n'est pas sûr. Tu comprends? Normalement, à sa place, tu peux aller dormir tranquille. Tes arrières sont assurés. Il n'est pas tranquille. C'est pourquoi ça, c'est une agitation politique. Il s'agite lui-même. Donc, après cet engagement devant témoins, à Mondo Vision, on lance encore une révision de la Constitution. Vous allez voir, désormais, il ne parlera pas. Il va laisser ses sous-fifres, mettre le feu sous la marmite, et on va déboucher sur la révision de la Constitution. Et au-delà de ça, moi, je pense, vous avez abordé une question très intéressante, la question qui consiste à rassurer les présidents sortants. Oui, pour leur offrir une retraite paisible. Parce que le pouvoir, l'exercice du pouvoir, ce n'est pas simple. Alors, si c'est ce que recherche le président Talon, et qu'il veut siéger au Sénat pour pouvoir continuer à avoir quand même l'unité double. Parce que le Sénat qui se présente là, c'est l'exécutif mixte. C'est un exécutif mixte parce que ce Sénat peut sanctionner les politiciens, comme je vous l'ai dit. Ce Sénat peut voter des lois, peut demander une relecture, peut intervenir dans la sécurisation du territoire. Donc c'est carrément, si vous voulez, un autre exécutif. Maintenant... Ou un albinos politique. Bon, je n'en sais pas. Mais maintenant, ça fait un doublon quand même de l'exécutif. Maintenant, une partie exécutive, une partie législative. Et si j'étais, franchement, à la place de Romuald Ouadani, j'allais voir que j'ai un mentor qui ne me fait pas confiance. Parce qu'il a déposé ses dossiers sur la base de l'ancienne Constitution. Et on s'apprête à changer cette Constitution avant même qu'il ne soit élu. Ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance. Et qu'on va mettre à l'intérieur de cette Constitution, on va faire émerger un Sénat qui sera au-dessus de l'Assemblée. C'est une nouvelle donne, ce n'est pas dans cet environnement juridique. D'ailleurs, vous soulevez une autre question, est-ce qu'on peut modifier la Constitution alors que les gens sont en train de déposer leur candidature? Je dis que dans ce cas, Romuald Ouadani, c'est un chanceux, parce que Talon ne veut pas lui réserver le sort du Gon Coulibaly. Donc, ça va. Pourquoi on s'inquiète? Gon Coulibaly est décédé de sa mort. Donc, est-ce que j'ai dit que quelqu'un l'a tué? C'est toi qui poses des problèmes. Non, vous dites que... Moi, j'ai pas dit non, c'est triste parce que là, on parle d'un mort. Oui, on aurait pu ne pas rire, mais bon. Donc, en tout cas, moi, j'ai parlé. Donc, Talon, il aime bien Romuald Ouadani. Quels que soient les cas, il le préservera. Et ils vont voir comment ils vont gérer la meilleure manière pour un président de la République, pour un chef d'État, d'assurer une retraite paisible, c'est de faire des choses bien pendant qu'il est en exercice. C'est tout. C'est-à-dire de faire des choses, de respecter la Constitution, de la faire respecter,
de mettre en œuvre des bonnes pratiques au sommet de l'État et de ne pas entretenir la corruption, de ne pas entretenir les mauvaises pratiques. Tout le monde a reconnu quand même. Matière d'action de développement, en matière de développement du Bénin, Talon, c'est chapeau. Il n'y a rien à reprocher. On est tous unanimes là-dessus. Même au-delà des frontières béninoises, tout le monde, qui ne félicite pas le président Talon pour le travail qu'il a accompli. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, nous parlons d'un président en fin de mandat qui a un dauphin. Est-ce que ce dauphin peut être élu haut les mains? Mais qu'à ce dauphin, on est en train de créer un Sénat pour rivaliser sa fonction. Ça sert à quoi? C'est ça la question aujourd'hui. Donc moi, je pense que ce Sénat-là, c'est plus un Sénat de couverture, c'est plus un Sénat pour se protéger, parce que certainement que Romia Douadani, on ne lui fait pas confiance quand on voit un peu ce qui s'est passé en Angola, quand on voit un peu en Mauritanie, quand on voit un peu, et même au Congo, parce que n'oubliez pas que c'est Joseph Kabila qui a œuvré pour que Tshisekedi soit élu. Ouais. Et maintenant, après ça, en partant, il a même fait un Sénat qui est rempli des membres de son parti. Aujourd'hui, Tshisekedi ne peut même pas mettre pied au Congo. Il est condamné à mort. Non seulement il est condamné à mort, mais il ne peut même pas mettre pied chez lui. Donc la meilleure manière, et moi je suis un communicateur je suis spécialiste de la communication pour un changement de comportement social. Je suis obligé de le dire, je suis dans mon rôle. La meilleure façon pour un chef d'État de s'assurer une retraite paisible, c'est de faire les choses bien pendant qu'il est au pouvoir. En ce moment, il descend tranquillement, il se mêle à la masse, il n'a pas de problème. Rappelez-vous du président Kérékou. Sauf que si on veut vous chercher... Vous savez, c'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire que... tu l'as dit, hein, on est tous d'accord que Talon, il a travaillé, infrastructure parlant, irréprochable. Mais quand tu regardes les prisons, Joël Aïvo, Rekia Amadoukou, les réfugiés, comme la Kouché, Sébastien Ajavon, le fils de même... Olivier Boko, voilà. En prison. L'ancien commissaire aussi. Non, il y en a, bon, certainement que... Le fils même de Soglo, hein, je crois qu'il y a le... Il y a du Soglo, mais les exilés politiques. Les exilés politiques. Vous oubliez Olivier Boko et... Oui, quand tu regardes tout ça là, tu ne peux pas dire non qu'il peut partir tranquillement parce qu'il a beaucoup travaillé. Dans ce cas, on n'a qu'à décréter une amnistie générale, tout le monde revient, tout le monde sort de prison. Voilà par exemple une suggestion. Oui, voilà pourquoi il faut aller vers un débat national et que le timing ne s'y prête pas. Le timing ne s'y prête pas aujourd'hui. Vous avez fui à cause de moi. De toute façon, moi je m'en vais. J'avais besoin de certaines dispositions pour bien gérer le pays. J'ai fini, je m'en vais. Venez, si vous croyez que c'est votre pagaille là qui fait bien, venez faire ça avec mon successeur, gérer le pays comme vous voulez. Moi, je m'en vais. Point. Je m'en vais. En tout cas, moi, président, si je pars, ce n'est pas mon ami que je vais mettre. Je vais mettre mon pire opposant. Il ne te fera rien. Ah ben, ce n'est pas sûr non plus parce que tu sais que il ne te fera rien. Et Kabila, il n'était pas les meilleurs amis du monde. D'abord, les gens vont se demander, mais le président là, il est fou. Il laisse le gars là venir au pouvoir alors qu'il sait qu'il ne l'aime pas. Ouais, le président Kabila l'a fait avec Tshisekedi, mais ça n'a pas marché. Donc. Mais voilà pourquoi, encore une fois, voilà pourquoi la meilleure façon, c'est de promouvoir les bonnes pratiques. Kabila, quand on est en exercice. Kabila, quand même, il a eu les Congolais. Il les a eu. Bonjour, chers tous du forum. La révision de la Constitution du Bénin est l'œuvre de la France. L'actuel dirigeant étant le bon serviteur de Macron, il faut créer une institution pour le maintenir afin de continuer à sauvegarder l'intérêt français au Bénin et dans la sous-région. Le président béninois est à l'image de l'Ivoirien. Si ce n'est pas l'actuel président, la France aurait perdu depuis longtemps les états de l'AES. Le Bénin constitue aujourd'hui une base stratégique française pour accéder à l'AES. Il faut donc une révision de la Constitution béninoise pour faire maintenir dans les affaires le grand serviteur français. Voilà ce qui justifie la révision constitutionnelle béninoise. Pour preuve, le contenu de la Constitution modificative est presque vide. Il s'agit d'instaurer la dictature de la composition du Sénat, les anciens présidents de la République, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les chefs d'état-major de l'armée, ceux qui peuvent être interpellés par la Cour pénale internationale. Ne voyez-vous pas que c'est pour se cacher la peur d'être interpellé par la Cour pénale internationale sur les faits des actes de barbarie orchestrés amène l'idée de créer un cachoir. Les membres du Sénat sont à vie. De toutes les façons, nul n'est fort pour continuer à être toujours fort. Un jour, tout ce qui s'organise finira par prendre fin. Cette révision est bien l'œuvre de la France pour maintenir au pouvoir le système en place et son service. Mais ce message me permet d'ouvrir une parenthèse sur les pays de l'AES, le Mali, sur lequel circulent toutes sortes d'informations aujourd'hui. Certains qui appellent au retrait de leurs ressortissants parce que la capitale va bientôt tomber, pénurie de carburant, et tout ça. Comment voyez-vous l'avenir du Mali, de l'AES? Est-ce qu'il y a un réel danger? Oui, il s'agit simplement d'une guerre informationnelle exacerbée par l'impérialisme pénitent. Didier Allo. Oui, ce qui se passe dans le Sahel et particulièrement au Mali, c'est un mélange de tout.
il y a ce qu'on appelle la guerre informationnelle. C'est sûr que toutes les informations qui viennent ne sont pas forcément vérifiées. Et ensuite, n'oubliez pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. Et je souhaite tout simplement que les forces armées du Mali, aidées par leurs partenaires ainsi que leurs alliés des deux autres pays de l'AES, puissent venir à bout de cette situation. Simplement, je ne suis pas surpris. Je l'ai dit dans plusieurs de vos débats ici que la tâche ne sera pas simple. Ce qui est sûr, les persécuteurs ou les ennemis de l'AES n'iront pas se reposer. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés. Mais c'est une situation qui risque d'arriver, pas seulement dans le Mali. Il faut que les gens se préparent et multiplient les canaux qui permettent de répondre à ces éventualités. Oui, et dans ce contexte-là, pour une prise d'otage ou une libération, on apprend qu'un pays de l'autre côté a donné près de 50 millions d'euros. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un financement occulte du terrorisme? D'abord, tout ça, ce n'est même pas vrai. Les terroristes ont beaucoup d'argent, puisque au moins un dixième des CFA qu'on imprime à Chamalières leur est destiné directement. Non, attendez, on ne va pas recommencer cette guerre ici. Ils ne sont pas en manque d'argent, les terroristes. Les mercenaires, ce n'est pas des terroristes. Les mercenaires. Vous tous, vous le savez. Mais la concentration d'attaques sur le Mali, pourquoi? Parce que le Mali est en train de réussir. On vient d'ouvrir une deuxième mine de lithium. Il y a quelqu'un qui est assis quelque part qui est en train de saliver comme le chien de Pavlov. Non, mais c'est les intérêts, ce sont les ressources du Sahel qui font courir les gens. On a que le Jinim va attaquer Bamako, on va prendre Bamako, on va attaquer l'Iré, on va attaquer. Mais dans la bouche, on peut attaquer tout ce qu'on veut. Et ceux qui colportent cette nouvelle, c'est eux qui sont en train de nous dire à Pokrovsk, en Ukraine, oh, Zelensky va gagner, on a encerclé plus de 10 000 hommes. Au lieu de demander qu'on les libère, qu'ils partent. Donc les gens veulent qu'on massacre, que les Russes massacrent les 10 000 Ukrainiens. Donc la même tactique en Afrique. Leurs terroristes sont en train de fuir, mais on veut nous faire croire qu'ils ont la situation en mer. Personne ne touchera au Mali. Personne ne battra le Mali. Et j'ai dit, les pays zozo qui s'amusent dans la sous-région à suivre la France pour attaquer les pays du Sahel, ces pays-là, c'est les futures Ukraines de l'Afrique. Ils seront écrasés, réduits en bouillie. Je parle des dirigeants, mais je suis sûr que les populations de ces pays ne peuvent pas laisser leurs dirigeants vendre leur pays à la France. Chacun n'a qu'à faire la guerre qui le concerne. Je ne sais pas qu'est-ce que tel ou tel pays irait faire au Mali comme guerre. Pour gagner quoi? Donc tout ça, c'est la guerre informationnelle. Et des milliards sont débloqués. Pourquoi ce pays-là aujourd'hui, il est en faillite? Chaque seconde, il perd 5 000 euros. Pourquoi? C'est pour financer le terrorisme. Pourquoi ils ne veulent pas que la guerre finisse en Ukraine? C'est pour pouvoir avoir et l'argent et les armes pour financer la guerre dans le Sahel. Et vous avez vu encore l'inaction dans laquelle est plongé les pays africains? Ils ne peuvent, par rapport à ça, ils ne peuvent rien, absolument rien contre le Sahel. Ils disent les populations de tel pays doivent partir. Mais ils n'ont qu'à partir. Les Maliens se battront pour leur terre. La terre leur appartient quand même. Ils n'ont pas besoin des Américains ou de tel pour venir défendre les Maliens sont chez eux. Ils sont chez eux. S'il y en a qui veulent partir, eh bien qu'ils partent. Le problème, il est où? Le Mali appartient aux Maliens. C'est les Maliens qui sont partis pour libérer la France. Ils vont jusqu'à dire que les combattants des JNIM se seraient coalisés avec d'autres pour encercler Bamako. Ils peuvent se coaliser avec le diable s'ils veulent. Ils ne peuvent pas prendre Bamako. Mais tout ça, là, on sait qu'ils étaient dans ce plan-là depuis longtemps. Le plan était là. Les Maliens le savent. Les dirigeants sahéliens le savent. Donc ce n'est pas nouveau. C'est juste que maintenant la pression monte. Plan informationnel et sur le plan aussi des manigances, des attaques, c'est tout. Ils vont prendre Bamako comment? Ils vont prendre ça comment? Ils vont prendre Bamako comment? Avec quelle armée? Mais les populations même sortiront avec les armes. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les Noirs ne sont pas fatigués de l'esclavage? Les soi-disant Maliens qui aident, qui trahissent leur pays contre un peu d'argent. Parce que le Mali ne tombera pas. Parce qu'ils sont réfugiés dans un pays, il y a la lagune, on mange le poisson, chaque soir on serait président à Bamako. Mais faites attention, parce que ce qui est en train de se préparer, tous les Noirs sont menacés. Regardez ce qui se passe au Darfour. Qu'est-ce qui se passe au Darfour? Le Emeti, l'homme des forces de soutien rapide, là. Mais c'est un Djaoui, c'est des Arabes du Nord Darfour qui sont descendus pour massacrer les Noirs du Darfour. Actuellement, mais on en massacre par milliers. Vous croyez que parce que tu es noir malien, parce que tu es réfugié à Abidjan, tu n'es plus noir, qu'on va plus te tuer? Il y a un Mais ils n'ont qu'à faire attention, les Africains n'ont qu'à faire attention. Le noir a de sérieux problèmes. C'est comme l'ambassadeur disait, surtout les esclaves salons des pays francophones. Pour eux, la constitution, c'est quelque chose qui a peu de valeur. Ils peuvent faire ce qui leur semble bon. Même le président Talon qui a fait voter une loi que les autorités béninoises devraient désormais jurer sur le vaudou. Malheureusement, lui non plus ne respecte cet engagement. L'Afrique, vraiment,
se demande Walker Ngamoukouba Latibé. Il y a vaudou dans vaudou. Nous sommes tous des Africains, nous connaissons ces pratiques. Il y a vaudou dans vaudou. Dans mon village, il y a des fétiches. Si je veux m'amuser, je sais dans quel fétiche je t'amène. Si je suis sérieux, je sais aussi où je t'amène. Donc il faut laisser tomber tout ça, c'est de la poudre aux yeux.